Eh oui, vous êtes toujours à l'écoute du Triple 6, l'émission Split Screen, il est 22h, 1, 2, 3, il est 21h33. Et on vient d'écouter un morceau. Bon, alors moi c'est un peu plus facile pour moi. Je s'appelle Groot, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. C'était un tiré ça y est, je fais un blocage tout de suite. J'allais dire les héros de la galaxie, mais c'est pas les gardiens de la galaxie. Pas loin, c'est les gardiens de la galaxie. Non, parce qu'il y a autre chose qui s'appelle les héros de la galaxie, mais c'est pas la même chose. D'accord. Bah oui, un gros succès en fait de cette année, une grosse surprise et un gros succès. Une bonne surprise. Et puis une bonne surprise parce que c'était assez plaisant. Et c'est vrai que ça nous change un petit peu de gens qui se prennent au sérieux à coups de millions. Là, ils se sont pris pas du tout au sérieux à coups de millions. Bon voilà. Bref, je sais pas. Peut-être que ça fera partie de nos sélections des tops et des flops. Qui veut commencer? Pour le top? On commence par quoi d'ailleurs? Est-ce qu'on commence par le flop, les flops 2014 ou les tops 2014? Est-ce qu'on commence par ce qu'il y a eu de bien ou Alors moi j'avais pas bien lu la consigne. C'était 5 ou 10? Oh, mais il y avait comme tu veux, comme tu veux. On va faire ça comme tu veux. Parce que sinon je vais galérer. Allez, on va commencer par les tops. Ouais. Ah, tu veux finir par les flops? Bon, c'est plus drôle. C'est plus drôle. T'as raison. Puis en plus, moi, j'étais plus inspiré par les flops que par les tops. Toi, oui, En plus, t'as vu des trucs. Eh ben, oui, mais tu remarqueras. Bon, on en parlera, mais il y a pas les films que tu crois. Ah ouais? Ah oui. D'accord. Bon alors, on commence par les flops alors. Non, par les tops. Non, oui, par les tops. Voilà. Chloé, c'est toi. Ah, c'est moi. Bah oui, écoute, oui. Alors, déjà, mais alors j'ai eu beaucoup de mal à faire ce top cette année. Autant les années précédentes, effectivement, il y a toujours 2 ou 3 films qui se détachent comme ça, qu'on a vraiment beaucoup aimé, qui nous ont vraiment, qui nous ont surpris, qui nous ont touchés, etc., etc. Là, je suis carrément allée voir ce que je fais jamais. D'habitude, je m'en souviens, mais là, j'ai repris sur internet la liste des sorties 2014 pour me rappeler des films. Alors je me suis bien dit ah ouais, celui-là c'était pas mal, tout ça. Mais de là à les mettre dans un top où je dis j'ai vachement aimé, c'est voilà. C'est pas un top qui est aussi passionné que les années précédentes parce que j'ai eu un petit peu de mal. Bon. Mais je crois que là on va faire juste le point, mais je pense que nous sommes totalement d'accord. J'ai beaucoup de mal en fait à en trouver 10. D'ailleurs je crois que j'en ai mis 9 juste pour la symbolique pour dire moins que toi, j'en ai 8. Voilà, juste pour la symbolique et dire qu'il n'y avait pas 10 et puis voilà, c'était plus parce qu'il y avait un bon feeling, mais il n'y a pas eu de gros films pour moi. Puis moi-même j'en ai peut-être bien mis 1, 2, 3, mais je suis bien incapable de les classer surtout. Voilà. Donc on va faire ça. Il n'y a pas de classement. On va faire ça un petit peu. Sauf un pour moi. Alors. Un petit peu à l'arrache. Alors je vais commencer par. Attendez, je sais même pas combien j'en ai. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'en ai 7 à peu près. Oui, j'ai mis ça sur des post-it parce que ça c'est mes listes de films que j'avais vus dans l'année. Voilà. Ah, d'accord. Alors plus que la webcam est à peine, oui, tu as tes post-it violets, ils sont très jolis. Moi j'aime bien les post-it violets. Voilà. Alors je garde mon top 3 pour la fin. Alors après sans classement ni quoi que ce soit, je me souviens avoir beaucoup aimé Party Girl. Oui. Voilà. Alors il y a 3 réalisateurs. Je suis désolée, je me rappelle plus des. Parce que comme j'ai perdu mes papiers, je ne sais plus. Mais donc c'est trois réalisateurs, dont un qui raconte l'histoire de sa famille en fait. Et donc c'est Party Girl, c'est l'histoire d'une entraîneuse de cabaret, qui commence à vieillir et puis donc les clientes se font plus rares. Et c'est là qu'un client, un habitué, finalement la demande en mariage et elle se demande si ce serait pas l'occasion de passer à autre chose dans sa vie. Mais bon, la transition se fait pas de manière très simple. Et donc on est sur quelque chose, on est, alors c'est pas du documentaire, mais pour autant l'actrice principale est la femme à qui cela est arrivé. Donc voilà, j'avais bien aimé l'équilibre entre real life et en fait film de fiction. Voilà, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. T'as trouvé les réalisateurs ou pas? Oui, c'est alors en fait oui, j'avais ça sous les yeux. Réalisé par Marie Arnachou-Kelly, donc il joue l'actrice. Ah non, il joue pas dedans. Pardon. Il y a Claire Burger et Samuel Thiels. Voilà. Et donc c'est la mère de Samuel. Thiels, donc qui est parce que je vois qu'il y a il y a Mario, je crois, Thiels, et puis par contre il y a Angélique Lisberger. Lisberger, au fait elle dans le film elle joue la fille, mais c'est effectivement aussi la vraie fille, etc. Voilà, c'est un peu tout. Il y a seulement, il me semble, doit y avoir un acteur, en fait, un vrai acteur qui ne fait pas partie de la famille, en fait. Sinon, c'est les membres de la famille, les vrais. Mais tout ça est tourné sous forme de fiction quand même, donc c'était assez bien fait. Donc je me rappelais avoir beaucoup aimé cet équilibre déjà, et encore une fois l'ambiance, parce qu'il y avait une vraie couleur dans ce film-là. Voilà, donc Party Girl. Je me rappelle aussi avoir beaucoup aimé The Rover.
un film australien qui, comme je dis, vous fichez de moi, qui tape avec un peu. Guy Pearce. Voilà, avec Guy Pearce et Qui a tapé. et Robert Pattinson. Ah oui, il y avait Voilà. Robert Pattinson. Robert Pattinson dedans qui joue pour une fois qui était pas mal du tout. Et donc c'était un film. Est-ce que on pourrait dire que c'est son premier vrai film en tant qu'acteur? Non. J'ai pas vu les autres. Je sais pas. Franchement, je pourrais pas dire. Alors, mais je sais pas, cite-moi parce que bon, moi j'ai pas vu Twilight et compagnie, hein, donc. Ah, moi j'ai vu Non, Twilight, j'ai vu De l'eau pour les éléphants, j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait d'autre avec lui. En fait, ouais, non, mais il y avait jusqu'ici il y avait rien. Cosmopolis. Non, mais oui, d'accord, excuse-moi. Mais je crois qu'on s'était fait la réflexion à l'époque qu'on a vu Robert que c'est la première fois qu'on voyait. Effectivement, il savait jouer autre qui chose. savait quoi. jouer. Voilà. Oui, Mais voilà, je me rappelle. Alors maintenant, avec le recul, bon, j'ai moins le souvenir. Enfin, le souvenir que j'ai, c'est que The Rover c'était un film assez âpre et très très bien fait. Donc ça tapait bien et j'aimais bien parce qu'on reste un petit peu assis sur son siège à la fin et j'aime bien. J'aime plutôt bien ça. Donc également dans un film qui tape mais complètement autrement, Les Trois Sœurs du Yunnan. Donc il me semble que ça date bien de 2014, de Wang Bing. Un documentaire. Voilà, un documentaire de 3 heures sur 3 sœurs qui vivent dans les 2h30 qui vivent dans les montagnes et dont les parents les parents les ont en gros abandonnés, je prends un peu l'autoroute là, mais voilà, donc on suit l'autoroute. Ils ont pas abandonné, c'est qu'ils doivent partir. Non, la mère n'est plus là, mais le père est parti dans la ville pour chercher le travail. Donc elles sont en gros elles sont livrées à elles-mêmes et on suit leur vie au quotidien et c'est vrai que c'est un documentaire qui est très 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 âpre, très très brut et le fait est qu'il y avait le réalisateur qui était là aussi le soir où moi j'ai pu le voir et c'était vraiment très intéressant et voilà, c'était ça fait partie de ces films pas faciles, pas simples à regarder mais qu'il faut défendre parce que voilà, moi il m'avait un petit peu marqué ce film là, donc Les Trois Sœurs du Yunnan. Voilà, et dans les derniers que j'ai aimé, que je me rappelle avoir aimé parce que j'avais été un peu surprise notamment, c'est Dans la cour de Pierre Salvadori avec Gustave Kervern et Catherine Deneuve, où pour une fois j'avais apprécié Deneuve dans un rôle parce que j'avais eu beaucoup de mal dernièrement à l'apprécier dans ses rôles parce que je trouvais que c'était toujours un petit peu la même chose et là je trouvais qu'elle était assez crédible dans ce rôle-là avec Kervern aussi, alors un rôle non pas contemplatoire pour lui mais un rôle qu'il a très très bien tenu et je trouvais que le film se tenait très très bien et m'avait laissé une espèce d'impression avec quand même un petit goût d'amertume à la fin, comme il aime toujours bien le faire parce que je l'ai vu entre temps aussi mais après. Voilà, c'est ce petit goût là qui me plaît, j'aime bien repartir avec cette petite musique là. Voilà, donc ça en gros c'est les films que j'ai pas su classer mais qui me sont à peu près restés. Alors après dans le top 3 alors j'ai mis, alors là encore je suis incapable de me rappeler du nom du réalisateur, Computer Chess. Voilà, film OVNI que j'ai découvert au Café des Images lors d'une soirée et je suis très contente d'avoir découvert ce film. Ah oui, c'était tu l'as vu Florent? Oui, on l'avait vu ensemble. C'était cette soirée-là. Ouais. Et puis je l'ai vu après aussi. Tu l'avais vu. Alors j'étais très contente parce que franchement, moi les ordinateurs, les échecs, franchement, et les geeks et les machins, c'est vraiment pas mon truc. Mais c'est pas le sujet du film. Non, c'est pas le sujet et c'est jouissif, franchement. Et tout est dans la mise en scène, tout est en relation, tout est quand on regarde bien. Si on décortique la mise en scène, on peut refaire un jeu vidéo à l'intérieur, etc. Avec le déplacement des personnages. Enfin c'est tout ce que ça raconte aussi de l'époque. Alors bon, mention spéciale pour la costumière et le coiffeur, etc., etc. Parce que franchement, on a l'impression que c'est un documentaire, quoi. Ouais. C'est tellement bien fait. Très peu de moyens. Voilà. Et donc ça fait comment ça s'appelle ces films-là là? Mumblecore. Enfin bon, on donne des noms à tout le monde, mais non, enfin bon, ça fait partie des noms à tout, mais bon, c'est un genre. C'est ces films complètement fauchés, quoi. Mais oui, voilà. Enfin, c'est des films extrêmement indépendants, c'est-à-dire c'est les mecs qui filment en général, qui produisent eux-mêmes. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que c'était bien? Et moi, franchement, c'était vraiment jouissif comme film, quoi. Et lors de cette soirée-là, d'ailleurs, il y avait un de ses comparses aussi, où on avait vu le premier film Anna Takes the Stairs aussi, qui avait fait découvrir, dont l'actrice Greta Gerwig a joué. C'est un de ses premiers rôles et là aussi une comédie romantique hyper sympathique. On l'avait retrouvé dans Frances A. Très pauvre, mais qui ils savent filmer, ils savent mettre en scène et ce qui fait que D'accord. Donc en Computer Chess dans Doro Bujaski et donc le Mumblecore, c'est Mumblecore, Mumblecore, voilà. C'est le genre, c'est film fauché. Ouais, voilà. Parce qu'il y a plein de genres cinématographiques qui sont fauchés. C'est le nom qui a été donné à ce mouvement-là. Après, c'est qu'on donne des noms à tout. Ouais, voilà. Mais c'est juste des films qui n'ont pas de producteurs. Quand même une bonne impression. En tout cas, voilà, je le mets en troisième parce que c'était vraiment encore une fois, c'est vraiment drôle de découvrir ce film-là. J'étais très contente de l'avoir découvert. En deuxième, alors j'ai hésité avec le premier, mais enfin bon, je vais rester sur mon impression émotionnelle, comme on dit.
The Grand Budapest Hotel. D'accord. Voilà, en deux, parce que ouais, j'aime bien les petits bricolages, la petite mise en scène, les petits personnages qu'on retrouve tout le temps de Wes Anderson. J'aime bien. J'ai trouvé la mise en scène assez fabuleuse et enfin voilà, c'est un film dans lequel je me suis éclatée. Donc tu fais partie des spectateurs qui ont été enthousiasmés par le film. Bah oui, surtout que j'aime pas forcément tous les films de Anderson, mais celui-là, moi, c'est vrai qu'il m'a laissé une impression. Enfin, oui, dans la maîtrise dans cette minutie de la mise en scène, quoi. Voilà. Et sinon, bah donc je suis encore une fois pour le premier à choisir, donc je suis restée sur l'émotion encore une fois, mais là aussi il y a la mise en scène de Her de Spike Jones. Voilà. Voilà, moi je suis restée là-dessus parce que même si c'est un film sur lequel j'ai pu à un moment, peut-être dans la deuxième partie, si je me rappelle bien, reconnaître quelques longueurs, c'est quand même un film, je trouve qui porte et qui pose une atmosphère particulière. Et puis il y a Joaquin Phoenix dedans, qui encore une fois nous fait une composition assez magistrale, quoi, comme il sait le faire à chaque fois. Et c'est vrai que je me rappelle avoir eu il y a une émotion dans le film qui est là, qui est latente, enfin qui est là pendant tout le film, et c'est cette émotion là que moi j'avais bien aimé garder. Voilà, donc à classer, à retenir 3 films que j'ai beaucoup aimé cette année. Bah voilà, je l'ai mis en 1. J'aurais pu mettre The Grand Budapest Hotel en 1, mais il y avait l'émotion en moins dans le Budapest, alors que là moi j'aime bien, vous savez bien, je fonctionne plutôt à l'émotion qu'à autre chose. Donc bah voilà, je le garde là-dessus. D'accord, donc ça c'est pour ton top. Bah du coup, avant de te laisser la parole et puis pour pas parler trop longtemps, je vais faire tout de suite ce que m'a envoyé Jackie, puisque même s'il est pas là, il m'a envoyé quand même son petit top qui est en fait un top 3. Ah bah voilà. Mais voilà, bah justement, il y a dans son top 3, il avait sélectionné donc comme premier film, alors je vais le dire avec un accent italien horrible. C'est le 3e ou le premier? Alors il a pas forcément mis de classement, mais je vais ses 3 films préférés. Voilà, c'est ses 3 films préférés. Et du coup, je pense que je vais me permettre en fait d'appliquer un certain ordre qui va rejoindre une certaine logique, je pense, dans la sélection de tout le monde. Bref, pour dire que le premier film qui a sélectionné, c'est Migliore Offerta, donc un film italien de Giuseppe Tornatore. Donc voilà. Alors malheureusement, je peux pas en dire plus puisque c'est la sélection, j'aimerais en dire, et j'aurais aimé aussi que Jackie me dise pourquoi il a aimé ce film. Bon, en tout cas, il fait partie de son top 3. Il y a les Sœurs Quispe dont tu parlais en fait tout à l'heure, donc le film chilien de Sebastian Sepulveda. Non, moi je parlais des 3 sœurs de Yunnan. Ah, pardon. Ouais. Oui, c'est pas d'accord. Ah bah du coup voilà, là c'est d'autres sœurs et là c'est les sœurs Quispe en fait de Sebastian Sepulveda. Donc un film chilien, et du coup il a mis Her aussi de Spike Jones dans son top 3. Florent. Alors j'ai 8 films. Je dirais mon top 3, je vais faire comme elle à la fin. Bah voilà. Ouais. Vas-y. Alors un film que effectivement j'ai vraiment adoré, mais que j'avais trouvé quand même un petit peu de défaut, c'était le Her de Spike Jones, que je sais plus dans lesquels défauts je trouvais ça un tout petit peu répétitif à des moments. Oui, vas-y. Voilà, il y avait des trucs qui m'avaient gêné en fait dans le film. Ouais, à un moment donné, je me suis un peu ennuyé. Je trouvais que c'était un peu redondant, mais le film en lui-même, il est chouette. En plus, il y a bon, déjà l'image elle est splendide, Spike Jones, Joaquin Phoenix est incroyable, et en plus de ça, c'est que ça parle de notre société d'aujourd'hui, et on se rend compte que Spike Jones il parle vraiment de la société d'aujourd'hui. Quand on voit les améliorations, que ça soit dans les iPhones avec Siri ou quoi que ce soit, on se rend compte que de plus en plus on va dans ce truc-là et que tout le monde maintenant est rivé sur son portable. Et on voit ça dans le film, et ça c'est très très bien retranscrit. Ça n'en est pas pour autant une critique, mais ça en est une belle observation. Et voilà, j'avais vraiment aimé le film, et effectivement avec l'émotion que ça gagne et tout ça, et Scarlett Johansson dans le premier rôle de l'année, parce qu'elle a eu on la voit dans 3 rôles cette année. Under the Skin, et puis Captain America. Non, elle est pas dedans. Il y avait Lucie. Et elle était dans Captain America. Si, elle est dedans. 4e film. Et Lucie de Luc Besson. Ah oui, mais je pense que son meilleur rôle reste celui-là. Et pourtant, on la voit pas. Elle parle juste, mais pourtant sa voix fait tout. Et très très bien. Deuxième film que j'ai beaucoup aimé, c'est le Grand Budapest Hotel de Wes Anderson également. Je sais plus pourquoi, quelle raison. Il y avait des trucs qui peut-être me gênaient un petit peu. Peut-être la redondance aussi dans la filmographie de Wes Anderson. Même si là, pour une fois, je trouvais que son film est peut-être un des plus noirs qu'il ait fait depuis un petit moment, et c'est vrai qu'il parle quand même d'un conflit armé et tout ça, ce qui n'était pas dans son habitude, mais c'est toujours aussi bien mis en scène. Enfin, il y a quelque chose qui se dessine, et je pense que quand on regardera un jour toute l'œuvre de Wes Anderson, il y a quelque chose qui est là, quoi.
Mais je pense que Wes Anderson, ça sera au fil des années qu'on verra tout le talent qu'il a. Même s'il l'a déjà beaucoup. J'adore Wes Anderson, donc voilà, il y a très peu de films que j'ai vraiment pas aimé, voire il y en a aucun. Sinon, un autre film qui était sorti en début d'année, qui est le film ultime du réalisateur japonais Hayao Miyazaki, Le vent se lève. En début d'année. Oui, oui, c'était le 20 janvier 2014. Voilà, et que j'avais vraiment aimé, peut-être un petit peu long, mais je trouvais que c'était vraiment le film final, et on le sent bien comme ça, qui ressemble pas forcément à tout ce qu'il a pu faire avant, qui est très sérieux au final, mais il y a des scènes, il y a une scène d'émotion qui remplit tout le film, voilà, et donc je trouvais que c'était une très très belle histoire. Et j'ai été conquis, mais pas non plus encore. Il manquait un petit truc où je fasse waouh, trop bien quand je ressors. Un autre film aussi que j'ai vraiment adoré, où je suis sorti, on peut dire, avec la camarade qui m'accompagnait. On est sorti shooté, comme si on avait vraiment fumé. C'est le Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, l'histoire de vampires un petit peu d'aujourd'hui et tout ça, et qui se shoot en buvant du sang. J'ai pas vu, c'est vrai. Et voilà, c'était un très bon film, et vraiment une mise en scène planante. Enfin, vraiment, on ressort bien de ce film. Je vous conseille que si vous êtes énervé, regardez ce film-là. Franchement, vous allez planer. Comme eux, quand ils boivent du sang, ils planent. Bah voilà. Et effectivement, il y a quelqu'un sur le web qui s'appelle le Fossoyeur de films, qui avait fait son top et qui disait qu'il y a le plan final d'Only Lovers Left Alive lui restait en tête. Et le plan final, effectivement, reste en tête. Voilà, parce que le film est tellement à part par rapport au plan final qu'il nous reste forcément en tête. Voilà. Après, un film qui est sorti dernièrement au Café des Images et que j'ai beaucoup aimé, même si ça faisait un petit peu leçon de musicien ou quoi que ce soit, c'est le 20 000 jours sur Terre, le documentaire sur Nick Cave and the Bad Seeds, qui est vraiment intéressant dans la manière de la mise en scène. Alors les deux réalisateurs sont des artistes contemporains, et voilà, donc ils sont si je me trompe pas, à Glasgow, j'espère pas me tromper dans la ville. Ils suivent Nick Cave, mais la mise en scène est à la fois de la fiction et du documentaire. On navigue entre les deux et on sait plus trop où on en est. Et à la fois, on a la musique de Nick Cave qui est là, les plans sont magnifiques. Enfin, il y a une sorte, on plane, encore une fois, dans un film, et à la fois, on prend beaucoup de choses, en fait. Et il nous donne beaucoup de choses, Nick Cave. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Enfin, ce documentaire, parce que c'est avant tout un documentaire, mais qui n'est pas dans l'habitude des documentaires sur les musiciens. C'est ça qui est intéressant, il sort un peu du lot. On va rentrer dans le top 3. Donc pour moi, le troisième, on y va en montant. Le troisième, c'est 3 sœurs du Yunnan de Wang Bing, que j'ai particulièrement adoré. Ce documentaire sur la Chine, sur cette famille paysanne de la Chine profonde, on va dire. Oui, la Chine d'aujourd'hui, voilà, mais pour autant. La Chine d'aujourd'hui, mais très profonde. Et un documentaire comme j'aime, c'est-à-dire qu'il laisse la caméra un petit peu à des endroits et il essaie pas de juger à ta place, et c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est vrai, c'était ça. On avait bien aimé. Voilà, ouais, on n'a pas ce côté où on se sent dirigé. C'est-à-dire que voilà, il a pas. Oui. Et ça, c'est pour ça que j'aime pas trop les documentaires. Et le fait justement qu'il ne cache pas, qu'on voit qu'il ne cache pas aux gens qui sont filmés, voilà, et que qu'il y a la gêne par rapport à. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et ça, c'est très bien, et c'est 2h30, mais moi je trouvais 2h30 de grande mise en scène de documentation. Le deuxième, c'est un film qui a été décrié ici à Split Screen, mais je pense aussi que j'adore ce réalisateur, et c'est un film francophone. Eh ouais, parce que ça m'arrive, tous les ans d'ailleurs, en règle générale, il y a toujours dans le top 3 un film francophone, donc comme quoi quand je déteste le cinéma français, c'est faux. Et c'est Pas son genre de Lucas Bellevaux. Ah, que tu n'avais pas vraiment accroché au niveau de l'écriture des personnages, des trucs clichés, mais moi je trouve que Lucas Bellevaux, moi je trouve pas que ça soit si cliché que ça, mais après moi je trouve que Lucas Bellevaux, voilà, il sait mettre en scène des choses simples et très belles, et le film est très beau dans sa mise en scène, et voilà, c'est un beau mélo romantique que moi j'ai vraiment adoré, et je crois que ça a été mon premier film vraiment de cette année où j'ai fait waouh, enfin putain, je vois un film où je prends plaisir, où j'ai pleuré, où j'ai eu de l'émotion, et voilà, parce qu'il y va tout simplement, et ça j'ai kiffé. Juste pour dire que moi quand j'avais préparé le top and flop, et je suis retombé dessus, j'avais un peu oublié ce film, et puis c'est vrai que j'ai eu quelques instants dessus en disant bon, il y a plein, je lui trouve
franchement énormément de défauts. Mais voilà, ça fait partie de ces films qui restent un petit peu. C'est pas comme d'autres que j'avais totalement oublié. C'est vrai que je l'avais oublié, mais quand je l'ai vu, il y a eu des petits retours d'émotion. Donc comme quoi, il n'est pas totalement négatif. Non, et puis il y a des séquences. Je trouve quelques qualités, mais bon, les séquences de boîte, elles sont super bien réussies. Moi, voilà. De karaoké. C'est pas du karaoké d'ailleurs. Si, c'est du karaoké. De la boîte, oui. Mais bon, bref. Et puis les deux acteurs, même si l'autre est un peu plus théâtral, je trouve très bien. Ça, et puis Emily Dequesne, elle est. Oui. Ça servait bien le film, je trouve. Elle est simplement magique, quoi. En plus d'être belle, c'est qu'elle est magique. Et Nathalie le premier aurait perdu sa place de numéro 1. Nathalie n'a pas perdu sa place de numéro 1 pour autant, quand même. Mais voilà. Il a la française, la belge, l'américaine, tout ça. Il en a une dans chaque pays. Dans chaque et le premier, c'est un film d'animation. C'est le conte de la princesse Kaguya. Voilà. Ouais. Voilà. Mais là, c'est voilà. J'ai pris mon pied en juillet dernier. Voilà. Non, mais simplement, c'est un superbe film d'animation et très beau, très simple et à la fois graphiquement, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est fait à la main. C'est un des derniers de Studio Ghibli, d'ailleurs. Oui, c'est le dernier sorti, oui. Bref, voilà, ça c'est vraiment un petit bijou de l'animation japonaise encore. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller. Il doit être en DVD et vraiment je vous le conseille à 100% et même pour les enfants. C'est peut-être 2h30, il est peut-être un peu long pour les enfants, mais à partir de pour 10, les enfants en bas âge, ouais, mais au-dessus de 10 ans. Voilà, ouais. Et voilà, c'est très beau, c'est un très joli conte et je peux que le conseiller. D'accord, donc c'est à moi. Donc pour mon top, et donc comme je dis, en fait, il y a même pas un top 10, mais il n'y en a pas 10. Du coup, j'ai essayé de faire pour telle ou telle raison, j'ai essayé de sélectionner, parce que c'est vrai que au départ, j'ai cherché vraiment 10 films phénoménaux, on va dire, voilà, et j'ai pas trouvé. Donc après, j'ai revu en fait la liste des films un petit peu que j'ai vu cette année, et je me suis attardé sur quelques films pour telle ou telle raison. Alors certains trouveront peut-être que c'est pas forcément justifié, mais pour telle ou telle raison. En tout cas, je les ai mis en fait dans mon top parce que voilà, ça me paraissait un peu pertinent, même si ça va peut-être faire grincer quelques oreilles. Par exemple, si j'évoque le film Edge of Tomorrow, donc qui est un film de science-fiction, alors déjà tout de suite, pourquoi je l'ai mis là ? Parce que j'ai eu une agréable surprise et parce que j'ai presque, alors ce film m'a pas donné envie, de réhabiliter Tom Cruise, presque. Pas totalement, mais bon, il était déjà moins énervant déjà en fait que dans des films comme Jack Reacher qu'on avait pu voir récemment. Et puis, pas vraiment lui le héros. Et voilà ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, il se fait totalement damer le pion par une actrice qui s'appelle Emily Blunt. Bon. Dis-le, elle est jolie, c'est ça dans le film. Non. En plus, elle a une grosse épée, donc elle est jolie avec une grosse épée. Je pensais que c'est toujours j'aime les actrices parce que aussi elles ont du talent. Emily Blunt a du talent et j'aime bien les femmes à fort caractère comme elle. Et voilà, moi c'est ça que j'ai aimé, c'est que en fait c'est en ça que même si je trouve la deuxième partie du film totalement ratée, après c'est vrai que c'est adapté en fait d'une bande de bastos, c'est à coup de poing à la tronche et de grosses épées, et que finalement le héros soit une héroïne et en plus bien interprétée. Donc voilà, donc moi je trouvais un petit peu de la satisfaction dans ce film avec on est vraiment arrivé à l'époque du héros héroïne où vraiment la femme prend sa place et que l'autre le garçon le faire valoir et quelque part c'est bizarre mais moi en tant que mec ça me fait mourir de rire et je trouve ça juste retour des choses. Voilà, c'est qu'un juste retour de choses d'avoir un petit peu les mecs un peu en faire valoir. Donc voilà, puis alors Tom Cruise en faire valoir, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'avais sélectionné aussi pour d'autres j'avais voulu aussi parce que il est là aussi au travers le choix d'un autre film, mais comment s'appelle notre cher ami Matthew McConaughey, j'ai sélectionné au travers du film Dallas Buyers Club où j'ai toujours pas vu celui-là moi. Où j'ai vraiment apprécié sa performance. C'est ça que le film déjà biopic, moi ça me plaît. La première partie est lourdingue. Oui. On a l'impression d'être sous Philadelphia, mais bon. Ouais, voilà. Il y a des défauts, mais encore une fois, pour moi, c'est le film qui affirme encore une fois la capacité d'acteur de ce film, la capacité d'acteur de Matthew McConaughey et même si c'est pas le film totalement à 100% que je vois, c'est vraiment plus l'acteur qui pour moi est depuis 2 ans une révélation, alors que comme vous le savez, chers auditeurs, ça fait plus de 10 ans que je fais des émissions sur cette radio, et quand j'ai commencé à parler de cinéma en prise de vue réelle, j'avais une tête de turc, et c'était Matthew McConaughey, Mister, je me montre torse-poil dans tous mes films. D'ailleurs, c'est stipulé dans mes contrats, et voilà, depuis 3 ans, il me scotche, et voilà, il continue. Et donc, il partira de l'émission Split Screen parce que je vais prendre la tête de l'émission en disant Matthew McConaughey est super bon. Voilà. J'avais sélectionné aussi alors parce que les gens vont arriver White Bird, le retour un peu de Greg Araki. Mais parce que ça me fait plaisir, parce que après avoir
Moi, j'avais aimé, mais c'est pas, ça atteint pas le niveau de Mysterious Skin, qui restera pour moi le chef-d'œuvre de Gregg Araki, mais on retrouve un petit peu là, après s'être vraiment perdu avec d'autres films auparavant où je n'avais pas retrouvé, en fait, cet acteur que j'aime tant sur la mise en scène, et donc là, j'ai retrouvé un petit peu. Mais c'est pour ça, encore une fois, tous mes films dans mon top 10, qui n'aurait pas un, est assez pas, comment dire, voilà, et c'est pas des films que je supporte à 100%, mais que j'avais envie de mettre dans mon top pour telle ou telle raison, voilà. Parce que pour moi, ils m'ont marqué, parce qu'il y avait vraiment quelques petites choses qui étaient plutôt positives. Et puis bon, je pense qu'on va arriver pas loin en fait de mon top 3. Allez, ça va être même finalement, je pense même un top 1 en fait qui va mon final, puisque après, bon, avant d'arriver au top 1, moi, il y avait aussi Interstellar, même qui est sorti plus récemment, mais auquel je trouve en fait, c'est trop montagne russe. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais moi j'étais totalement pris en fait par l'ambiance. Ouais, mais au final, et être transporté. Réfléchis à certaines scènes. Tu vas rigoler. Moi, tu vois, c'est à cause de R2D2 là, j'ai pas réussi. D'accord. Avec des collègues, on y repensait, on n'en pouvait plus, on était mort de rire, quoi. La scène où, ça fait 23 ans que je vous entends en robe de chambre. Oui, peut-être. Mais c'est comme tous ces films. On peut sauver le monde. Oui, hein, d'accord. Non, mais oui, l'amour qui guide, en fait, les choix. Non, mais je suis d'accord, mais comme tous ces films que j'ai sélectionnés, ils ont plein de défauts, mais j'ai toujours trouvé, et je les ai sélectionnés parce que je retrouve quelque chose, et là c'est le cas en fait. Donc je resterai sur mon choix d'Interstellar. Qu'est-ce que je disais? Oui, et j'en ai parlé. Oui, j'avais mis aussi un blockbuster parce qu'il faut un gros blockbuster. Les gardiens, moi, même si Edge of Tomorrow, parce que dans les blockbusters, parce que je trouve que les films de super-héros en ce moment ils se prennent un peu trop au sérieux, et que ça fait du bien d'en avoir. Voilà. Puis franchement, moi quand j'ai vu sur le papier l'histoire d'un Raton avec des gros flingues et d'un arbre qui parle, même si je connaissais un peu le comics, je me suis dit à l'écran ça va vraiment très mal passer, et pourtant il a fait quelque chose. J'entends sans arrêt, même chez les jeunes publics, tout le monde qui adore Groot et Rocket Raccoon, donc ça a super bien fonctionné. Le film est pas trop, même s'ils sont totalement ratés sur le méchant, ça c'est je leur pardonnerai, je remets en tout cas à James Gunn de s'être raté sur le méchant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mommy aussi, qui a peut-être aussi marqué, parce que ça a été pour moi une découverte, Xavier Dolan. C'est un film inégal. Donc mais je lui trouve quand même des qualités, parce que quand je suis sorti, c'est quand même un film qui m'a, je connaissais pas ce réalisateur-là, et rien que pour ce film. Dans la manière de dire, mais je m'en fous, je fais ce que je veux, même si c'est cliché, je m'en fous, je fais des belles images, et puis ça, voilà, c'est dans cette liberté-là qu'il a dans sa mise en scène, ou pas, mais il y a une reconnaissance de talent, parce que faut le reconnaître, ce garçon a du talent. Il y a une liberté qu'il a dans sa mise en scène où il se permet tout, même si parfois c'est cliché, ils sont même si la fin est pas bonne, même si la fin est tendue, la scène du parking est trop attendue et trop longue, même si ce que je trouve bien, c'est qu'ils s'en fout. Voilà, il fait son film et puis après on aime ou pas. Voilà. Et sur l'interprétation, sur la mise en scène, tout marche. Voilà, tout marche. En tout cas, il y a de bons trucs qui fonctionnent. Tout marche pas, mais sur l'interprétation, en tout cas, chapeau. Et même des trucs un peu casse-gueule avec la chanson de comment ça s'appelle, Céline Dion. J'ai failli tirer mes cheveux au début, et en fait elle fonctionne. J'ai failli le mettre en fait en numéro 1, mais le conte de la princesse Kaguya, voilà, Takahata. Voilà, le dernier film de Takahata, Isao Takahata, à qui l'on doit Mes voisins Yamada, mais qui n'était pas trop apprécié en France, mais que l'on connaît surtout pour Le tombeau des Lucioles, qui a vraiment marqué, je pense, toute une génération, qui est magnifique. Et c'est vrai que il finit sa carrière, qui a toujours été malheureusement dans l'ombre de son disciple, puisqu'il faut rappeler que Miyazaki, avec qui il a fondé le studio Ghibli, était le disciple en fait de Takahata, que Miyazaki s'est toujours référé à Takahata comme étant son maître. Et c'est vrai Takahata est toujours resté dans l'ombre de Miyazaki, qu'il a un peu supplanté, et quelque part cette année il y a vraiment une revanche, on en parlera aussi dans le flop, il y a une revanche de Takahata, puisque avec son dernier film je trouve que il a fait un perfect, quoi. Pour moi c'est perfect, superbe film, même si le seul défaut qu'on pourrait, c'est peut-être le sentiment de longueur, peut-être parce qu'il fait 2h15, mais ça reste quand même un superbe film qui est maîtrisé, et puis une maîtrise du dessin, des séquences où la princesse elle fuit au travers des feuillages, elle est vraiment magnifique, donc elle maîtrise totale. Et forcément dans mon top number 1 de cette année, parce que c'est le film qui m'a procuré le plus d'émotions, et qui, Joaquin Phoenix, tout ça, forcément de Spike Jonze, avec une ambiance, un jeu d'acteur, j'avais presque les larmes aux yeux, voilà. Et puis encore une reconnaissance, même si j'avais pas forcément
fait, en tout cas, eu cette reconnaissance auparavant, reconnaissance de comment ça s'appelle, de Scarlett Johansson en tant qu'actrice. Et ce qui est un peu paradoxal quand on sait que c'est le seul film où elle apparaît pas en fait de toute l'année. C'est pour moi en fait c'est sa meilleure interprétation jusqu'ici puisque c'est qu'une voix, mais elle a été capable de démontrer que rien qu'en jouant avec sa voix, elle était capable de faire passer plein d'émotions. Donc en cela pour moi c'est vraiment le rôle et des compétences d'une vraie actrice. Donc voilà pour moi cette année on va passer tout de suite au top ou du moins au flop. Worst au flop. Alors au flop, alors moi j'ai fait 3, hein. Alors pas pour les mêmes raisons. En troisième dans les flops j'ai mis The Search de Michel Hazanavicius, mais encore une fois j'ai pas envie de comment on dit de. Oui, puis on a parlé il y a pas longtemps en plus. Non mais j'ai pas envie d'accabler ce film-là parce que pour moi il a essayé quelque chose. Bon bah ça l'a pas fait, il a raté son coup, mais pour autant ce que j'appréciais c'est qu'il a alors avec tous les défauts que j'avais énumérés la dernière fois, mais voilà, je le mets dans les flops parce que ça a été une déception dans le sens où un tel réalisateur se plante sur un truc comme ça quoi. Voilà, il a raté son coup, j'attends le prochain avec plaisir. Voilà, j'espère qu'il aura réussi à faire autre chose. Donc c'est pour ça que je le mets dans le flop. Le numéro 2 flop encore pour une autre raison, Jersey Boys de Clint Eastwood parce que je trouve qu'il s'est alors là complètement planté, je sais pas trop ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, je crois que les distributeurs aussi ont bien compris qu'il s'était planté parce que le film est passé totalement inaperçu. Il n'y a pas eu tout de promo, tout ça. Alors il y a eu la promo, beaucoup moins que là, on parle de The Sniper pour l'année prochaine, etc. Ouais. Non, il y a eu la promo, puis dès qu'il est sorti, ils ont arrêté la promo. Soit disant, oui, mais il y a un problème de distributeur. Non, c'est que le film est nul, et puis c'est tout, hein, voilà. Donc, pour moi, il s'est planté complet. Il y a rien de très bon dans ce film-là. Aucun intérêt. Une sorte de biopic de ce groupe. Voilà, c'est du cliché à 2 balles. Alors, il y a des images qui sont jolies, hein, c'est très bien fait, hein, dans la reconstitution des années 50 et tout. Enfin bon. À quoi bon? Oui, pourquoi? Voilà. Donc, en ce sens-là, pour moi, c'est un film qui sert à rien. Et alors voilà le premier. Alors là dans le sens non seulement c'est une daube mais en plus ça se regarde et ça m'énerve. Maps to the Stars. Voilà, parce que franchement, c'est le film qui ne se sert que de clichés et qui est revu et déjà vu et qui pour moi ne sert à rien et qui en plus elle a eu un prix d'interprétation à Cannes. Alors ça c'est le pompon. Alors elle a comment elle s'appelle, Julianne Moore qui a eu des super rôles. Ah oui. Voilà, oui. et elle a une statuette. Enfin c'est quoi? C'est pas une statuette, c'est quoi? C'est un papier à rouleau là. Ouais. Elle a un truc à Cannes, elle a une récompense pour ça quoi. Mais moi je serais mais j'aurais les boules hein parce que alors dis donc voilà donc parce que oui c'est de la masturbation même pas intellectuelle mais masturbation de je sais pas quoi. C'est juste c'est soi-disant non mais bon il a été monté ce film là c'est une réflexion sur non c'est que dalle c'est rien donc c'est nul voilà. Elle prend presque t'as vu la manière dont elle parle c'est une réflexion pouf c'est que dalle voilà. Je crois que c'est mon disciple. D'accord. Voilà. Mais finalement, je pense qu'on a beaucoup en commun. Bon, je le savais déjà, mais on va reparler de tout ça. Bon mais je fais de Jackie d'abord, puisque lui aussi a fait sa sélection des 3 déceptions. Alors, ce qu'il appelle lui déception d'aube. Oui. D'auteur. Donc en fait il y a Real de Kiyoshi Kurosawa. Voilà. Tu vas le rajouter. Oui, j'ai oublié. Bon moi je peux pas en parler parce que voilà, mais de toute façon tu en diras peut-être un mot, mais bon je sais, je me souviens vos critiques et analyses, elles étaient vraiment très dithyrambiques sur ce film. Il y a Jersey Boys de Clint Eastwood, voilà. Et puis Map to the Stars de Cronenberg, voilà. Mais comme quoi alors moi je vais avoir des films différents. Sauf qu'en troisième, c'est Maps to the Stars. Comme quoi il est pas en premier. Comme quoi il est très mauvais. Mais je vous rejoins tous. Hein. Parce que je pense que toi il est dans le top flop. Hein. Non bon, même pas. Ouais, si. En deuxième, c'est Retour à Ithac de Laurent Cantet. Ah oui, forcément. Là, voilà. Mais ça c'est pas un flop, c'est que t'as pas compris le film. Non, c'est vraiment pas bon. Bref, ça veut parler. D'ailleurs, je vous ai envoyé le lien comme quoi il voulait que ça se montre à Cuba et qu'au festival, voilà, il n'a pas été pris. Oh, mais pourquoi parce que ça parle pas de Cuba. Ouais. Voilà, donc ça peut parler de tout et de n'importe quoi, sauf de Cuba. Donc voilà, bon, un film mauvais quoi. Ils savaient pas trop quoi faire, j'ai l'impression. Enfin, un film mauvais, sauf dans les comédiens qui se démerdent quand même plutôt pas mal. Allez, je leur offre au moins ça quand même. Et le premier à égalité donc avec Reel, qui effectivement. Mais le début partait plutôt pas mal de Reel, on peut dire, de Kiyoshi Kurosawa. Mais à un moment donné, il faut qu'il arrête, quoi. Parce que sinon, ça part en vrille, quoi. Enfin, on sent que derrière, il a fait, ouah, je vais avec des dinosaures et tout. Et là, il est parti en vrille. Donc le film, au bout d'un moment, il devient comique involontaire. Bon, voilà.
Et donc à égalité avec un autre film, mais il y a avec moi qui l'ai vu, et j'ai vu en plus le monsieur parce qu'il est venu, Near Death Experience de Gustave Carrier. Oui, tu en avais parlé. Voilà, ça c'est un des pires, c'est vraiment le pire film de l'an dernier. Enfin, ça vaut rien, ça veut rien dire. Et voilà, enfin c'est encore un film un peu, on pourrait rejoindre un peu Bump to the Stars, c'est-à-dire qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui vont kiffer ce film-là, mais à mes yeux, ce n'est pas un film, et deux, ça ne veut strictement rien dire. C'est plutôt de la branlette expérimentale, et voilà. C'est pas parce que tu as peu de moyens et que tu suis, d'ailleurs maintenant on entend parler de l'auteur Houellebecq, que tu fais un film extraordinaire sur un ouvrier ou quoi que ce soit. Bref, c'est sans fond, c'est rien, et je dis inutile. De Lépine et Kervern, qu'on les voit plus, ça serait peut-être plutôt pas mal. Voilà. D'accord. Donc c'est que 3 en fait dans ton. Avec Reel, il est dans le premier en fait. Avec moi par contre je me suis lâché, j'en ai mis 10 et j'ai pas eu trop de mal à les trouver. Mais très rapidement. Et justement, comme il n'y a pas les films que tu crois. En fait moi ça a été vraiment les grosses déceptions parce que j'ai associé ça en fait à des grands noms, grands réalisateurs ou grands acteurs. Et donc un petit peu là il n'y a pas de classement, c'est vraiment par rapport plus on va dire à la chronologie des sorties dans l'année. Old Boy qui est sorti en fait en début d'année de Spike Lee, qui était pour moi en fait une déception. Alors déjà faire un remake du film de Park Chan-wook, pourquoi? Regardez l'original. Et surtout en fait quand on fait un remake par rapport, j'en suis sûr, Spike Lee il a vu la séquence alors pour ceux qui se souviennent, séquence du couloir avec le marteau, avec le travelling, qui est une séquence à la fois magnifique mais hyper on va dire violente. Et en fait, il se plante totalement. Au lieu de faire en fait une séquence de travelling, donc long en large, il en fait un truc qui descend des escaliers. Bref, il s'est totalement planté sur la séquence mythique du film. Donc, what the fuck, pourquoi faire un remake en plus comment ça s'appelle sur le reste du film, c'est pas non plus top. Donc voilà, Spike Lee, je sais pas ce qu'il a fait avec ce film et pourquoi. Toujours, je continue parce que c'est vrai que c'était en début d'année. Moi, j'ai mis Le vent se lève de Miyazaki. Oui, t'avais pas. Oui, parce que je trouve que recul, ça. Non, c'est pas ça, parce que c'est ce que j'ai en déception, quoi. C'est ce que j'ai toujours dit en fait à l'époque, c'est que je trouve que pour moi en fait c'est le film, on va dire le plus cohérent, le plus abouti par rapport à sa carrière, le plus logique, parce qu'il boucle la boucle par rapport en fait à sa propre histoire personnelle de son père qui travaillait en fait dans une usine d'avions et sa passion de l'aviation. Et c'est vrai qu'on retrouve en fait tous les éléments de Miyazaki. Mais Miyazaki, pour moi, c'est aussi quelque chose aussi qui demande de l'enfance, du fun, du plaisir, de l'émotion. Et le fun, le plaisir, l'émotion, on le retrouve pas dans ce film. Alors certes, il y a les passions de Miyazaki, il y a, on va dire, l'esprit et l'âme de Miyazaki dans ce film, mais on retrouve pas, on va dire, ce que le spectateur y cherche. C'est le problème des films souvent les plus personnels. Voilà. C'est son film le plus personnel, mais finalement c'est le film le moins accessible au public. Donc, parce que du coup l'émotion s'est perdue en route pour nous, quoi. En tant que personne qui s'intéresse au cinéma d'animation et en particulier aussi au cinéma de Ghibli et Miyazaki, je trouve que le film c'est un des plus passionnants de sa carrière, mais en tant que spectateur, l'accessibilité, quoi. Voilà, au niveau de l'accessibilité et de l'émotion, c'est pour moi en fait ça a raté en fait total ce film. J'ai mis aussi L'écume des jours. Qu'est-ce qu'a fait Gondry sur cette adaptation de Boris Vian? Je trouve qu'il se s'est merdé totalement avec en plus le choix des acteurs. Alors, peut-être que d'autres acteurs n'auraient pas fait mieux, mais autant Gondry est capable de faire des mises en image d'univers, et qu'on aurait pu peut-être penser que sur l'univers de L'écume des jours de Boris Vian, ça aurait pu fonctionner. Là, ça fonctionne absolument. C'était chiant, je me suis emmerdé. C'était Monuments. J'ai oublié qu'il y avait celui-là. Monuments Men, qui aurait pu être un film avec plein d'acteurs. Là, ils auraient dû vendre le film. C'est le film avec tous les acteurs que vous avez déjà vus dedans. Ocean's Eleven. Voilà, entre autres. Et Monsieur The Artist. Voilà. Un film insupportable avec un scénario totalement attendu, chiant, nul, bref, qui a un rapport à rien. En plus avec des longueurs, avec des ellipses dans le temps. On ne comprend même pas pourquoi on passe de telle époque à telle époque. Bon, bref, c'est un film totalement raté, je trouve, à mon goût. Tom à la ferme, parce que du coup, j'ai découvert Mommy, mais après avoir vu Mommy, j'ai vu Tom à la ferme. Comme j'ai dit à un certain moment, la première fois que je l'ai visionné, je me suis endormi sur le film et j'ai dû reviser. Et en fait, pour moi, c'est le film typique. Alors, film scénarisé, réalisé, mise en image, joué par Xavier. Bon, j'enlève des trucs parce qu'il a été aussi monté. Il avait fait tout le truc. Tu le vois aussi dans Mommy. Voilà. Oui, non, mais là, c'est le plus prégnant pour moi, en fait, parce qu'en fait, c'est le film pour moi le plus, je pense, représentatif du côté énervant, en fait, je pense, de Xavier, égocentrique.
historique. Tu regardes le film, tu dis pourquoi, voilà. C'est le côté un peu justement là, un petit peu masturbation intellectuelle. C'est moi je me mets en avant, j'ai une super idée, j'ai un super concept et je joue le rôle principal et je sais super bien jouer. Et en fait, tu regardes la fin du film, tu dis bah ouais, j'ai juste perdu 1h40 de ma vie et c'est un peu dommage. Donc voilà, Thomas Laferme est le plus représentatif de ce que je pourrais détester, c'est chez Xavier Dolan et Mommy, peut-être ce que je pourrais aimer si ça continue dans sa carrière par la suite. Donc voilà, j'avais mis Map to the Stars, forcément, logique. Grosse déception de Cronenberg, c'est totalement merdé là-dessus. Et encore une fois, quand même 2 fois. Voilà, la suite. Quand même, le mec est quand même capable d'être le plus acerbe justement dans les productions hollywoodiennes, qui fait le truc le plus lisse qui soit, je trouve, avec des. Pourtant, la presse a pensé autrement. Ouais, bah ouais. Étonnant, hein. Jersey Boys aussi, je l'ai mis parce que Clint Eastwood. Pourquoi ce biopic qui sert strictement à rien, mais tu en as déjà parlé tout à l'heure. Alors Red 2, j'ai quand même voulu mettre un film un peu. Ah ouais, j'ai mis dans le flop. Genre, autant le premier, j'ai pris un plaisir avec un film, avec aucun scénario, avec aucun acteur, j'ai presque envie de dire, avec juste en fait des cascadeurs qui passent 1h30. Ouais, le scénario, c'est une bande du SWAT qui rentre dans un immeuble qui voilà, il n'y a pas de scénario. Non, mais il n'y a pas de scénario du tout. Et c'est en ça que j'avais apprécié le premier film. Là, ils essaient de mettre un scénario de vengeance et ça marche absolument plus et on s'emmerde. On a l'impression de voir un film de John Woo, période Hollywood, donc on s'emmerde vraiment. Lucie, j'ai mis parce que je voulais taper sur Besson, j'aurais pu le taper parce que non, c'est pas cette année qu'est sorti Malavita. Non, c'est l'année dernière. Mais j'aurais pu mettre Malavita, mais là j'avais envie de mettre Lucie parce que certes il a fait un carton aux États-Unis, il a très bien marché en France, mais il faut quand même regarder l'objet cinématographique que c'est quand même une merde avec un scénario, avec un concept intéressant, avec de la métaphysique, mais j'ai l'impression qu'on a donné ça, c'est donner de la métaphysique à un boxeur, tu vois. En gros, il a rien compris au truc et il passe totalement à côté du sujet. Et Lucie c'est totalement ça et je peux que le déconseiller. Et le dernier film que j'ai mis parce que c'est une grosse déception, Gone Girl de David Fincher. Alors certes, certains y trouveront en fait des qualités, mais moi je retrouve pas le David Fincher que j'aime dans ce film. Je suis un peu comme toi là-dessus. Il est 22h14, je vous propose de faire peut-être le tour rapidement des choses qu'on a conseillées parce que je me semble qu'on a fait le tour. Tu voulais pas faire vite fait un 2015? Non, on va pas avoir le temps parce que on a pas mal de choses. Tour. Ah, juste quand même pour 2015, avant que tu trouves le tour, j'ai vu en 2015 alors ils ont pas de date de sortie encore, mais il y avait un film sur Alf qu'elle est sortie. C'est vrai? Oui, un documentaire ou non, le film Alf avec une marionnette avec la marionnette marron qui parle là et qui met le chat dans le micro-ondes. Et donc j'ai dit non, ils ont fait un film et tout, super. Et il y aura Dynasty aussi. Tiré de la série. Bah bon, on en reparlera dans 2 semaines alors des sorties 2015 parce que il y a du lourd. Comme disait Jackie dans son message,